Je voudrais laisser la parole à Monsieur Cédric Hilarian, s'il vous plaît. Cédric Hilarion, Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce c'est que vous bon, on m'entendez? vous entend. Excusez-moi, oui. Oui, donc bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes que je connais personnellement aussi. Merci à la commission d'enquête de permettre à Patrick de s'exprimer aujourd'hui et à nous aussi. La prise des paroles est difficile pour moi dans le sens où... Excusez-moi, vous devez juste prêter oui. serment avant de prendre la parole. Ah, pardon, excusez-moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Merci. Pardonnez-moi. La prise de parole est dure aussi pour moi aujourd'hui, dans le sens où il y a un mécanisme qui a été évoqué aujourd'hui, dans le sens où parfois les entraîneurs pouvaient utiliser les élèves pour maltraiter, influencer, être, être violent envers d'autres élèves. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont été à la fois victimes et aussi bourreaux, comme on pourrait le qualifier. Euh, L'entraîneur qui est responsable de tout ça a déjà été cité par deux personnes, trois personnes ici dans la commission. Euh, En fait, j'ai rencontré ce professeur de judo qui était entraîneur du pôle espoir de Nantes. À l'époque, ça s'appelait une section sportive régionale lorsque je suis arrivé au lycée, donc en structure de haut niveau, de ce qui est l'entrée du haut niveau. Et je quittais un milieu familial très compliqué. Je n'avais pas forcément de repères, notamment sur des repères paternels, on peut dire. Et ce professeur m'a immédiatement, cet entraîneur m'a immédiatement subjugué, m'a immédiatement, voilà, j'ai été sous son emprise, je dirais, dès la première fois où je l'ai vu, jusqu'à ce que j'entame depuis 8 ans maintenant, une, une psychothérapie en fait. Hein. Ça fait plus de 8 ans, oui, que je suis en psychothérapie pour pouvoir identifier certaines déviances dans lesquelles je suis tombé, pour pouvoir aussi mettre de la distance avec cette personne qui était extrêmement nuisible, extrêmement dangereuse. Et ce que Patrick Roux disait tout à l'heure, et je pense que c'est important aussi, il y a effectivement les victimes, il y a les bourreaux, il y a les personnes qui ont été instrumentalisées. Et moi, j'en fais partie. J'ai été instrumentalisé, par exemple, dans le cadre d'entraînement au Pôle Espoir. Donc, je ne faisais plus partie de la structure, mais il y avait possibilité de pouvoir bénéficier des entraînements au sein du Pôle Espoir quand on était un athlète de bon niveau, ce qui était mon cas. Et régulièrement, cet entraîneur nous demandait à nous, comment dire, les personnalités fortes du club, de pouvoir, voilà, d'être extrêmement dur avec les athlètes du pôle, de les influencer psychologiquement, d'être extrêmement dur, d'être tenace, d'être sans pitié, en fait, pour marquer leurs esprits, pour pouvoir leur faire peur et instaurer par la suite une crainte, en fait, de la part de ces personnes qui étaient victimes. D'avoir peur du club qui avait une grosse visibilité auquel j'appartenais. Euh, j'ai été victime moi-même d'une agression sexuelle de la part de cet entraîneur. J'avais plus de 20 ans. Je pense que mon histoire elle est importante parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages concernant des jeunes filles, des jeunes femmes, des personnes aussi, des athlètes masculins, mineurs aussi. Moi, j'étais majeur. J'étais majeur, j'avais la réputation d'être quelqu'un qui avait un énorme caractère, qui ne se laissait pas faire.
Et malgré tout, j'ai été victime de cet entraîneur qui, lors d'un déplacement à une compétition, voilà, j'étais au régime, j'étais extrêmement fatigué, j'avais encore du poids à perdre pour le lendemain et pendant plus d'une heure, a essayé de m'introduire une fève de cacao dans l'anus et je me suis battu pendant plus d'une heure, pour, l'empêcher de commettre ça. Pendant cette bagarre, il m'a mordu le sexe 3 fois. C'était ultra violent et ce qui est assez terrible là-dedans, c'est que la le week-end s'est terminé. Je suis retourné, m'entraîner au club la semaine d'après et cette histoire avait fait le tour des vestiaires et cette histoire, avait été rangée au rang de blague, en fait. C'était juste une blague. C'était quelque chose de voilà, pour la cohésion de groupe, pour, endurcir la personne, pour, voilà et clairement, c'était une anecdote de vestiaire, voilà, simplement et ce qui parvenait, les mécanismes qui parvenaient à faire, croire, à certaines personnes, dont moi, hein, que c'était, juste une blague, c'est qu'on nous faisait croire avec un discours extrêmement bien orienté, avec des personnes relais dans le vestiaire qui, nous disaient que c'était la normalité, en fait. Que pour être fort au judo, il fallait avoir un mental d'acier, il fallait être, solide à toute épreuve, que si on faisait corps, rien ne pouvait nous arriver, on était intouchable. Et c'est là où je partage le sentiment d'Alexandre, qui est un ami. C'est que lorsqu'on était, sur le fil, prêt à craquer, prêt à tout envoyer balader, se mettait en balance, les amis qu'on avait dans le judo et la solitude de l'autre côté. Ça veut dire que si on arrêtait, on était seul. Parce qu'on avait été victime de mécanismes, d'isolement, parce que l'entraîneur qui nous a maltraités ou il nous a demandé de maltraiter d'autres personnes, était un prédateur. Il savait, de manière très subtile comment, quelle personne il pouvait manipuler, quelle personne il pouvait abuser et les mécanismes se retrouvent assez facilement. Les jeunes adultes ou les ados dont les parents étaient loin, par exemple, s'il y avait l'éloignement des parents, si les repères familiaux n'étaient pas solides, c'était beaucoup plus facile de pouvoir, manipuler ces personnes. Donc voilà. Merci, merci beaucoup. Je Ah, alors je sais pas, voilà. voilà. Merci beaucoup vraiment pour votre témoignage. Je pense qu'effectivement, il est extrêmement important parce que c'est vrai que le profil des victimes et beaucoup des victimes qu'on a entendues ici sont souvent des jeunes filles mineures pour la plupart d'entre elles. Et votre témoignage montre en réalité que c'est beaucoup plus large que ça et ça touche vraiment beaucoup de personnes en réalité au sein de ces mouvements sportifs. Moi, je voudrais juste que vous nous apportiez une précision ou une confirmation suite à cette agression sexuelle dont vous avez été victime. Et vous l'avez dit vous-même, ça a été beaucoup de personnes en ont eu connaissance parce que c'est devenu quelque chose qui a été raconté dans le cadre dans les vestiaires. Est-ce que les adultes qui étaient informés, les autres adultes, je parle soit des entraîneurs, soit de l'équipe qui travaillait au sein de ce club, qui étaient informés de cette situation, est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a eu aucun signalement ni auprès du club, ni auprès de la fédération, ni auprès de la justice? Non, absolument pas. Et en plus, c'est une agression qui a été faite donc, sur un jeune homme, en l'occurrence moi, qui avait 22-23 ans. Donc, si quelque chose avait dû être fait, c'était à moi de le faire. Et je pense que, heu, ce qui est extrêmement complexe dans mon cas, c'est que j'ai été, le capot, j'ai été, comment dire? L'exécutant. J'ai été extrêmement proche de cet entraîneur qui aujourd'hui est inquiété, hem, pendant très longtemps et même après cet épisode de la fève de cacao dans l'anus, je pense que enfin voilà, c'est
Oui, je pense que les gens étaient au courant, mais n'ont pas forcément dit. Pas forcément dit, non. Pas forcément dit ce qui se reproduisait. Il y a certainement d'autres faits beaucoup plus graves qui ont été su et qui n'ont pas été divulgués. Je vous remercie. Nous allons laisser la parole à nouveau à Marie-Laurence Survoix, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci de me redonner la parole. Simplement parce que, effectivement, là, dans le précédent intervenant fait état. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Nous étions tous dans le même club, ainsi qu'Alexandre. Et c'est important parce que, déjà, par rapport à ce qu'a dit Alexandre Noël, j'étais présente. Donc, c'est vrai que tout ce qu'il a pu commenter, j'ai pu le voir. Et effectivement, je l'ai vu ce jour-là. Et il s'agissait d'une personne très timide. Mais ce qui est important de dire quand même à ce moment-là, c'est que la réalité, elle n'est pas celle que le précédent intervenant a donnée parce que, si vous voulez, pour expliquer le cadre de ce qu'on vivait, j'étais dans le club avant et il y avait effectivement cette espèce de secte. Effectivement, parce qu'on devait appeler l'entraîneur Dieu et on était dans une secte. Mais il s'agissait que d'adolescents et ce qui se passait entre nous était à la limite du concevable et du légal. Mais à l'arrivée de d'autres personnes de l'extérieur qui étaient connues pour justement être des personnes qui maltraitent les autres, il y a eu des faits d'agression sexuelle. Il y a eu des faits de bizutage avec agression sexuelle. Quand on met une brosse à dents dans les fesses d'un élève qui quitte l'école après, c'est une agression sexuelle. Et en fait, certaines personnes de l'extérieur sont venues dans ce club pour ces qualités-là et non pour les qualités de judo. Ça, c'est confirmé. Et ça a été pire. Donc, effectivement, je veux bien entendre que certaines aient pu être sous emprise, etc. Mais il y avait des personnes majeures qui étaient complètement conscientes. Quand on passe une nuit à appeler une jeune fille de 16 ans, viens dans mon lit, sinon tu vas voir ce qui va te passer toute la nuit pour demander des faveurs sexuelles, des choses comme ça. Quand on choisit de le faire lorsque l'entraîneur n'est pas là, quand on choisit de le faire lorsque sa petite amie n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est un sujet et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les victimes n'ont pas pu être entendues parce qu'il y a eu trop de choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le club a basculé à partir d'un certain moment en 2001, quand certaines personnes sont entrées dans le club avec justement des talents d'agresseurs. Et aujourd'hui, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas à la justice pour faire justice sur ces cas-là. Mais moi, par exemple, à titre personnel, j'ai été victime d'agression sexuelle par ces personnes-là à leur arrivée au club, ce qui n'arrivait pas avant. Et le club a basculé dans ces choses-là avec ces personnes-là. Et quand j'ai voulu témoigner, il y a mon entraîneur du Pôle Espoir, Nantes, qui est là, actuellement dans les témoins et qui était témoin de ça. J'ai voulu lui parler des milliards de fois, mais je n'ai pas pu pour ces personnes-là qui m'ont menacé, qui ont appelé l'entraîneur et qui m'ont fait vivre un calvaire. Parce que comme je l'ai dit avant, je ne vivais pas chez mes parents. Et donc le calvaire, je le vivais chez mon entraîneur par des personnes. Je veux bien entendre qu'on était victime et je veux bien entendre aujourd'hui des mea culpa, j'ai été agresseur. Mais parfois, les agresseurs sont pires que le bourreau initial. Et aujourd'hui, si on veut lutter contre ça, il faut lutter contre tout ça, il faut pouvoir écouter. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, comme le disait Alexandre, effectivement, c'était fait par les gens du club. Mais ce n'était pas fait par les athlètes qui performaient. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans le club, ceux qui performaient ont dû arrêter le judo. Ceux qui performaient ne pouvaient pas performer parce qu'ils étaient agressés constamment par les autres. Moi, j'ai été tapée pendant des heures parce que j'ai mal répondu. J'ai été punie des semaines parce que j'avais pris du poids. On m'appelait la grosse, on m'appelait la truie. J'ai eu tout ce qu'Alexandre a vécu. On me faisait tomber en dehors du tapis, on me mordait. Il y a eu des moments où des jeux qui s'appelaient des salades avant que les personnes les plus dangereuses entrent dans le club. C'était des chatouilles, des moqueries. Quand ils étaient là, c'était mordre les parties sexuelles. J'ai vu Alexandre Vell se prendre une béquille et être bloqué à ne pas pouvoir faire de judo pendant 3 semaines. J'ai vu ça, j'étais là. Vous voyez et cette violence, elle s'est accrue à l'arrivée de certaines personnes. Donc oui, je ne prendrai pas la défense de mon entraîneur, mais je ne veux pas qu'aujourd'hui la pierre ne soit lancée qu'à lui. C'est un ensemble, c'est un mécanisme. Il y a des gens qui étaient aux commandes de la Fédé ou des instances régionales qui étaient présentes et qui m'ont puni, moi, personnellement. Donc voilà, ce que je voulais dire, on avait des punitions, on était frappés lors de compétitions officielles. Moi, j'ai été vu par des témoins de mon sport-études me prendre des gifles devant témoins. C'est-à-dire que cette violence était visible et elle était alimentée et parfois même amplifiée par certaines personnes qui étaient du club. Et je sais qu'un agresseur l'est parce qu'il a été victime, mais je suis désolée, mais je n'accepterai pas aujourd'hui d'entendre un de mes agresseurs parler uniquement de la partie de mon entraîneur. Je suis désolée, il fallait que j'intervienne pour le dire. Merci à vous. On a une demande de prise de parole également d'Alexandra Soriano, qui est une ancienne judoka.
Alexandra, il faut que vous mettiez votre micro. On va vous l'ouvrir. Non, on ne vous entend pas. Est-ce qu'elle peut mettre plus fort le son? Peut-être le son, un problème de son, si vous pouvez mettre plus fort. Si vous voulez débrancher votre casque complètement pour avoir accès à votre micro en direct. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. Donc, Alexandra Soriano, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ça me semblait important de prendre la parole sur cette troisième partie. Donc, bon, à savoir que moi, j'ai été victime, j'ai été témoin, j'ai été lanceur d'alerte à un moment donné. Aujourd'hui, je suis élue à la Fédération française de judo. Je suis prof de judo et je suis également éducatrice spécialisée à l'aide sociale à l'enfance, donc je travaille dans la protection de l'enfance. Donc, je tenais à intervenir sur cette dernière partie. Alors, non pas pour confirmer tous les témoignages qui ont pu être donnés, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas, mais à travers leurs témoignages, j'ai pu reconnaître toutes les personnes, tous les entraîneurs qui étaient ciblés. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, toutes ces histoires-là, dans le judo, c'est de notoriété publique et que pour autant, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Pour ma part, vu qu'on est sur la partie concernant l'Omerta, moi, je ne peux pas entendre qu'à l'époque, les dirigeants, en tout cas au niveau national, n'étaient pas informés. Parce qu'on a entendu dire que souvent, au niveau des comités des ligues, ils étaient alertés. On ne sait pas trop ce qu'il en était du national. En tout cas, moi, je peux confirmer qu'ils étaient informés, vu que j'ai obtenu un entretien avec le président de la fédération en 2006. Qui, pour la petite anecdote, m'a reçu sur un stage, mais dans sa chambre. Voilà. Alors après, c'était correct, mais il fallait que ce soit bien à l'écart de tous. Donc déjà, pour parler de choses aussi compliquées, de violence et de ce dont on était témoin quand on était adolescent, déjà, le contexte est un peu particulier. Donc du coup, j'ai eu cet entretien. L'entretien a été biaisé du début à la fin, vu qu'en fait, je n'ai pas pu m'exprimer. Il me posait des questions très précises sur des affaires en fait, qui ne concernaient pas ma structure ou pas la période où moi j'y étais. Et quand j'ai voulu lui parler du reste, hein, notamment des humiliations publiques, des violences physiques, du harcèlement, du bizutage, tout ça, il a rapidement coupé court en m'expliquant que, ok, c'est bien, ça reste entre nous, mais ce que vous ne comprenez pas parce que vous êtes trop jeune, c'est en fait, il fait ça pour vous forger un mental. Voilà, donc je fais le raccourci, c'est un entretien qui a duré près de 2 heures, mais la conclusion, ça a été ça, et ça a été, à partir du moment où tu sors de la chambre, on n'en parle plus, et ça s'arrête là. Donc ça, c'était pour donner un témoignage sur l'Omerta. Concernant les incohérences, alors moi j'en vois plusieurs, alors certainement aussi en lien avec ma profession, hein, aujourd'hui. Moi, la première incohérence que je vois, c'est déjà de confier ce type d'enquête aux DR, aux directions régionales. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on reste dans le milieu du sport, que dans le milieu du sport, tout le monde se connaît, et que je vais même plus loin, parce que pour le coup, ça s'est présenté à plusieurs reprises, c'est que certains cadres techniques ont été reclassés et sont aujourd'hui au sein de ces directions régionales. Et finalement, on se retrouverait à aller voir nos bourreaux ou les gens qui ont cautionné ça et qui ont participé à l'Omerta pour dénoncer ces faits. Donc ça, pour moi, c'est la première incohérence. Une deuxième incohérence, c'est sur le délai de prescription. Alors là, je pense que pour le coup, c'est au niveau légal qu'il faut intervenir, hein, vu que ça, personne n'y peut rien aujourd'hui, la loi est ainsi faite. Par contre, on a vu des évolutions pour tout ce qui relevait du viol, et notamment le délai qui est prolongé, le délai de prescription qui est prolongé, étendu à 30 ans après la majorité. Il faut rappeler qu'à l'époque où on était en pôle espoir, on y rentre, on a 15 ans. Pour certains, des fois plus jeunes, parce qu'il y en a qui rentrent à 13-14 ans au collège. Et c'est pas forcément facile de dénoncer des adultes, et en plus des adultes qui ont un ascendant sur nous, voire une emprise,
des gens qu'on respecte, qui ont un grade, voilà. Et surtout dans le judo, la notion de grade, elle est très importante, en plus de la relation qui peut y avoir d'ascendance de l'entraîneur. Donc moi, je m'interroge sur le fait de pourquoi le délai de prescription il court à partir du moment où les faits se sont déroulés et pas au moment de la majorité déjà du jeune. Enfin voilà, je pense qu'il y aura un point à réfléchir là-dessus, mais c'est vraiment très court parce que quand on est sur des violences physiques, de l'humiliation, enfin des violences psychologiques, tout ça, non seulement c'est difficile à prouver, ça demande quand même un minimum de recul et ça demande surtout déjà d'être sorti des griffes de notre agresseur. Donc, pareil, dans les incohérences, moi je m'interroge aussi pourquoi le ministère a créé une cellule spécifique pour traiter les signalements qui concernent les violences dans le sport. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais pourquoi un traitement différent de ce qui se fait par ailleurs dans la société. Donc je précise, aujourd'hui, normalement, un enfant qui est victime de violence ou des gens qui ont envie de signaler, quand c'est dans le cadre intrafamilial, on appelle le 119, ça passe par les CRIP, et puis c'est des travailleurs sociaux qui mènent les évaluations, ou alors, en fonction des faits, évidemment, ça part directement au procureur de la République. Donc moi, je me demande pourquoi, en fait, on vient recréer une cellule supplémentaire. J'ai l'impression que ça vient diluer la masse des signalements. Et en plus de ça, on l'a déjà évoqué, ce n'est pas forcément traité par des personnes qui sont formées pour cela. Et c'est surtout qu'ils se connaissent entre eux également. Et ça peut représenter aussi un frein pour les victimes d'aller parler de ce qui leur est arrivé finalement à un collègue de travail. Et pour moi, il y a une autre encore incohérence. Alors là, ça concerne plutôt les fédérations. Alors je le vois aujourd'hui en étant membre de la commission violence de la Fédération française de judo. Donc on reçoit effectivement des signalements. Certains sont traités dans le cadre administratif et certains sont traités notamment dans le cadre fédéral par l'intermédiaire de nos commissions de discipline. Nos commissions de discipline, après, par la suite, elles sont indépendantes, évidemment, et elles prennent les décisions qu'elles ont à prendre. Ceci dit, aujourd'hui, une commission de discipline, en fait, elle demande des témoignages écrits ou elle demande aux personnes de se présenter, c'est parole contre parole. Charge à la victime, finalement, d'apporter les preuves. Alors, souvent, on cache ça derrière le principe de présomption d'innocence. Mais c'est pas si simple en fait, notamment suivant le type de violence qu'on évoque, c'est difficile à prouver, y compris dans les agressions sexuelles. Moi, j'ai eu des témoignages de cas de fellation, par exemple. Aller prouver que vous avez été victime dans ce cas-là, ça reste relativement compliqué. Et bien souvent, en fait, il y a des non-lieux parce qu'on se retrouve sur parole contre parole. Donc on n'a pas suffisamment d'éléments. Alors après, on transmet évidemment à la justice, mais au niveau fédéral, il ne se passe rien. La commission de discipline est souvent incompétente pour gérer ce type de problème, d'autant plus qu'on ne fait pas d'évaluation élargie. Parce que si dans le judo, par exemple, aujourd'hui, parce que c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, on élargissait un petit peu ces évaluations et qu'on allait creuser un peu plus, moi je me dis que quand ça fait 20 fois que la même personne est citée sur des régions différentes pour des faits similaires, on peut quand même se poser la question de la véracité des faits et de savoir si vraiment on ne peut pas agir. Et trop souvent, en fait, on est contraint par le service juridique qui, lui, évidemment, applique des lois, mais n'a pas une évaluation globale et systémique du coup des situations. Donc voilà, moi c'était vraiment sur ces incohérences-là que je voulais poser pour que on puisse vraiment y réfléchir. Il y a des choses à faire, il y a des choses aussi à changer si on veut éviter ce genre de dérive. Pour moi, par exemple, des choses toutes simples. Souvent, les entraînements, notamment dans les structures et les stages pour les sportifs de haut niveau, se déroulent à huis clos. Déjà, il faut lever le huis clos dans un premier temps. Faut permettre, ça doit être un lieu ouvert. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit pouvoir venir s'entraîner en fonction du niveau, tout ça, mais en tout cas, il doit y avoir du public qui peut assister à ça. Peut-être on évitera déjà certaines dérives. Ensuite,
trop souvent, les parents et les enseignants de club sont totalement écartés finalement de la vie du sportif à partir du moment où il rentre en structure. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire parce que finalement, on perce tous ces garde-fous-là. Sur les stages, et c'est souvent là que ça dérape. Alors pourquoi ça dérape? En même temps, on se retrouve avec l'entraîneur qui est présent, qui est omniprésent, qui est là 24 heures sur 24, qui s'entraîne avec nous, enfin qui est à l'entraînement avec nous, qui mange avec nous, qui dort avec nous et des fois même qui dort dans la chambre de certains sportifs. Donc déjà, pour moi, c'est toute une équipe qu'il faudrait autour, une équipe d'encadrement, pour que quand il y en a un qui commence à dériver, ses collègues puissent le rappeler à l'ordre. Ça doit être une équipe d'encadrement mixte et ça ne doit pas être un entraîneur qui est là 24 heures sur 24. Parce que finalement, pour surveiller le dortoir, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir un DES dans la discipline concernée pour pouvoir encadrer? Et ça pose aussi question mais ça c'est encore un autre problème, du fait qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Donc vous imaginez bien que la surveillance dans les dortoirs, c'est certainement pas ce qu'on attend quand on a des mineurs. Voilà, donc en gros, voilà, c'est ce que je voulais résumer par rapport à l'Omerta et quelques propositions en tout cas réflexions qui me semblent importantes de mener et de pousser un peu plus loin parce que sinon on n'arrivera pas à éradiquer malheureusement ces problèmes-là si on reste sur, voilà, comme je le disais, sur du huis clos, de l'entre-soi. Donc il faut absolument ouvrir. Et je pense vraiment que confier ces enquêtes-là, les enquêtes administratives en tout cas, aux directions régionales, ce n'est pas une bonne idée. Ou alors, il faut créer des cellules spécifiques avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, des équipes pluridisciplinaires. Mais ça ne peut pas rester en l'état. Et je terminerai juste sur une chose par rapport à ce que j'ai vécu, mais aussi tout ce qu'on a pu nous raconter quand on a recueilli l'ensemble des témoignages. Il y a les agresseurs qui sont en faute, certes, mais pour moi, il y a aussi tous les autres éducateurs sportifs, tous les adultes qui étaient présents. Parce que des fois, ça se passait devant tout le monde. Et finalement, ces personnes-là, c'était les premiers à rire de ce qui se passait. Mais celui qui voulait effectivement dénoncer, faire remonter des choses, c'est celui qui était évincé. Donc il valait mieux finalement faire alliance avec les agresseurs et en rire, plutôt que d'aller s'opposer. Mais pour moi, aujourd'hui, ces personnes-là, moi, je les considère comme étant des complices de toutes les violences qu'on a pu subir. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre témoignage et les propositions dont vous nous avez fait part. Et je partage totalement, je pense que, et c'est aussi l'objectif de cette commission, quand on a décidé de travailler sur les défaillances qui conduisent en fait à ce que ce système se pérennise. Pour nous, évidemment, les adultes, et c'est pour ça qu'on a posé la question plusieurs fois, est-ce qu'il y a eu des signalements, est-ce que les dirigeants, les responsables à un moment ont alerté, fait des signalements à la justice, fait remonter des choses? Parce qu'il y a bien évidemment une responsabilité, mais aussi quand on n'agit pas face à des violences, des agressions sexuelles, c'est qu'il y a un moment, c'est aussi, là on parle de complicité, on n'est plus juste dans le fait de ne pas agir. Moi, j'ai peut-être une demande de précision. Vous avez indiqué que parfois, quand les signalements étaient traités, elles sont soit traitées par des cadres de la fédération, soit au niveau administratif. Juste peut-être, est-ce qu'il y avait des critères de sélection pour décider si c'était plutôt la fédé ou plutôt l'administratif qui enquêtait sur les affaires, ou est-ce que c'était au hasard des choses? Alors, je ne pourrais pas parler pour l'époque où moi j'étais athlète, mais j'ai l'impression que c'était en tout cas, les gens se connaissaient, ça c'est une certitude, vu qu'en fait, ils savaient de qui on parlait à l'époque. Aujourd'hui, pour être à la fédération, c'est un peu différent. Justement, au sein de la fédération, il y a une commission qui s'est montée pour réfléchir à ça et voir ce qui était le plus pertinent. Et je sais qu'à ce jour, la fédération de judo envoie systématiquement les signalements en copie au ministère, donc par l'intermédiaire de Signal Sport, ou au tribunal compétent quand ça relève évidemment de faits d'agression sexuelle, par exemple, ou de faits graves. Je ne suis pas sûre que c'était le cas avant, vu que la plupart des personnes qui ont pu nous expliquer qu'ils avaient déposé plainte, que ce soit en gendarmerie ou au niveau des instances fédérales, n'ont jamais eu de retour. Et pour les rares qui ont pu rencontrer des personnes, ont pu nous dire que c'était des personnes qui connaissaient l'entraîneur. Voilà.
Donc voilà, après, je ne pourrais pas préciser davantage comment c'était traité concrètement, mais en tout cas, forcément, dans le milieu du sport, tout le monde se connaît, donc même s'il n'est pas issu de la discipline concernée, enfin voilà, quand aujourd'hui, les CTS, c'est des cadres d'État avant tout, et les collègues des DR, c'est leurs collègues de travail, qu'on le veuille ou non, quoi. Monsieur Guédiri, vous souhaitez compléter votre témoignage? Oui, je souhaite compléter mon témoignage concernant l'omerta, et je profite que Madame Soriano soit présente. On nous met une pression concernant les grades, elle l'a évoqué. Moi, aujourd'hui, je suis ceinture noire 4e dan. Mon souhait à l'époque, c'était d'aller le plus loin possible dans mes grades, et en tant qu'arbitre aussi, parce que j'étais arbitre national et commissaire sportif national. Mais on nous fait clairement comprendre que, en fonction de comment on bouge, comment on intervient sur ce qui se fait, le chemin va être très long et très difficile. Déjà une vie de sportif de haut niveau, c'est très long et très difficile. Ça peut être raccourci par des blessures et par des personnes qui nous veulent du mal, parce qu'ils ont peut-être quelqu'un à faire passer avant nous. Mais ce que je veux que vous entendiez, mais aussi la Fédération française de judo, c'est que ces personnes, il va falloir faire le tri. Elles sont encore là. Elles sont encore là. Aujourd'hui, en intervenant auprès de vous, je fais peut-être la croix sur un grade au-dessus, ou 2 grades au-dessus, ou 3 grades au-dessus. J'ai fait une croix sur ma vie d'arbitre international. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai fait une croix sur peut-être aller aux Jeux Olympiques, euh, parce que je n'avais pas le mental, puisque j'ai été cassé dès ma jeunesse. Euh, Là, actuellement, je fais une croix sur beaucoup de choses pour que mes élèves, puisque je suis prof de judo pour des élèves, mais fédéralement, je suis le premier contact qu'ont les enfants avant d'aller en compétition et avant de rentrer en haut niveau. Donc on les forme. Et il faut clairement qu'on arrive à faire le tri de tout ça, de tous ceux qui sont présumés innocents, c'est vrai. Mais quand on commence à avoir 5, 6, 7, 10, 20 dossiers sur un personnage, et qu'on l'a toujours au niveau national, il faut clairement faire ce qu'il faut pour protéger nos gamins. Il faut les protéger. Il Alors, faut protéger les collègues de travail de ces personnes-là. on est tous d'accord avec vous, Monsieur Guédiri, j'entends bien. Par contre, j'ai comme l'impression que vous ne nous avez pas tout dit. Donc, ce que je vous propose surtout, et notamment les coordonnées que vous citez, les personnes que vous citez qui sont toujours présentes, j'aimerais bien que vous puissiez nous transmettre les coordonnées, donc peut-être pas en visio là à l'instant, mais n'hésitez pas à revenir vers nous via le lien, via l'adresse mail. Donc, listez, dites-nous, nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour vous entendre et vous accompagner. Donc on ne veut pas, on a l'impression de répéter beaucoup de choses, mais on a besoin de concret. Donc le concret, si vous ne souhaitez pas nous le dire à l'oral, vous pouvez nous l'écrire. Voilà. Alors, cette audition ce matin... Monsieur Roux, vous pourrez les transmettre également. Hein. Mais bien sûr, mais n'hésitez pas en tout cas à nous apporter votre témoignage jusqu'au bout. Et je le ferai. Merci. Cette audition ce matin, elle avait une durée de 3 heures. Je vous propose qu'on la prolonge encore un peu, puisqu'on l'a largement dépassée, 12h15, 12h30, mais on devra stopper après. Donc, je sais que vous avez encore de nombreuses interventions. Monsieur Roux veut prendre la parole, mais nous allons aussi entamer le thème suivant, le thème numéro 5. Est-ce que les choses ont changé depuis la création du dispositif Signal Sport? Comment évolue la situation? Monsieur Roux, vous avez la parole. Pardon. La remarque très brève que je voulais faire dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est que moi, j'ai tout de suite dit non à vous transmettre de cadres, hein, donc entraîneurs, kinésithérapeutes, psychologues, il y a même un dirigeant élu, qui ont perdu leur place parce qu'ils avaient eu le courage de refuser de cautionner ces choses-là.
Parmi ces cadres, c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire il y a des gens qui derrière ont fait des dépressions parce que des fois ils avaient 30, 40 ans, ils étaient en pleine ascension professionnelle et c'était leur passion de vie en même temps. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est un sujet dans le sujet, si vous voulez. Voilà. Bien, Alors, citons les noms des victimes je vous dont les vous envoie. parlez, mais Je vous les aussi des envoie. bourreaux. Oui, je pense que vous aurez tout. Alors donc, j'évoque le 5e point, c'est-à-dire la situation actuelle. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce qu'elles s'améliorent? Où est-ce qu'on en est? Donc je vais essayer d'être assez bref. Mon sentiment, c'est que des efforts importants ont été faits. Notamment, comme on l'a dit, avec la création de Signal Sport et les actions du ministère dans la foulée des révélations de Sarah Abitbol, ça a généré une vraie dynamique. Ça a aussi permis la prise de parole de nombreuses victimes qui se sont senties encouragées et soutenues pour parler. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Alors après, est-ce que, à titre personnel, moi, ça me satisfait? Bien évidemment, non. Pourquoi? Alors je vais le raconter de cette manière-là. En 2020, donc, c'est le moment où les révélations de Sarah Abitbol sortent. C'est le moment où nous recueillons un très très grand nombre de témoignages et de signalements. Et puis il y a une élection et un nouveau président prend la gouvernance, prend les manettes de la nouvelle fédération. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé le voir. Et je dis, mais je te donne mon dossier et ça, il faut prendre le taureau par les cornes. Et ça doit être la priorité des priorités. Il faut y aller, là. Il faut prendre toutes les initiatives. Comme vient de le dire M. Guédiri, il faut absolument interroger les gens, organiser des réunions, faire de l'analyse de pratique, faire venir les victimes, etc. Vous voyez, ce qu'on fait là aujourd'hui, la fédération aurait pu le faire. Et donc, en fait, il m'a fallu 5 minutes. Je me souviens, c'était à l'INSEP. Il y avait son DG qui était avec lui. Il m'a fallu 5 minutes pour comprendre que ça ne se passerait pas. En tout cas, ça ne se passerait pas comme ça. En fait, la fédération s'est mise à la remorque du ministère. Ils ont créé une commission, un système pour recueillir, un peu comme Signal Sport au niveau fédéral, si vous voulez. Puis ensuite, ils ont fait une sorte de comité d'éthique, etc. Puis une commission de lutte contre les violences qui, pendant 2 ans, a fait essentiellement des posters. Et donc, si vous voulez, nous, on était là avec nos dossiers et puis tout ce que vous en racontez les victimes ce matin. Et donc, on se disait, bon, c'est bien, il faut faire des rappels à la morale, à la déontologie, à l'éthique, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. C'est-à-dire que là, les gens vont continuer à être au contact de leurs agresseurs présumés et les choses abominables vont continuer de se passer. Donc moi j'ai insisté, hein. Là j'étais vraiment dans une phase très engagée, je suis allé les voir, je les ai rencontrés au COMEX, je leur ai écrit, enfin j'ai vraiment maintenu la pression pendant tout ce temps. Alors au fil du temps et surtout je pense grâce au ministère des Sports, parce que nous il nous a fallu à peu près 1 an et demi, 2 ans pour faire comprendre ce qu'on a dit ce matin au ministère des Sports. Au départ, on avait l'impression qu'ils n'entendaient que les violences sexuelles et les agressions sexuelles. Nous, on leur disait, mais vous savez, dans nos signalements, on a des agressions sexuelles, mais 80-90% de ce qu'on a, c'est d'autres types de violences. Mais ça paraît évident que ça fait des dégâts post-traumatiques aussi importants que les agressions sexuelles. Il nous a fallu presque 2 ans pour que le ministère commence à reprendre nos éléments de langage. Et là, quand récemment, il y a à peu près 1 an, on a entendu certains discours, on s'est dit, ça y est, ils ont acté qu'on devait s'occuper de toutes les violences. Voilà, donc ça, c'était une bataille importante à mener. Et donc, à partir de là, ils ont monté, je dirais, l'intensité de leur contrôle et de leur pression sur les fédérations. Enfin, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Donc, du coup, j'ai senti que l'attitude de la fédération était devenue un petit peu différente aussi par rapport à nous, associatifs. Bon, pour autant, si vous voulez, nous, on a... en même temps, on reconnaît et on est reconnaissant de ce que fait la fédération en termes de prévention, puisque, par exemple, ils font des informations et de la sensibilisation à leurs cadres. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui, de mon point de vue, devraient être faites.
Et là, on a toujours droit aux mêmes éléments de langage. Ah non, mais on ne va pas poursuivre des gens qui sont près de la retraite. Ah, puis on ne peut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Et puis, voilà, il y a les Jeux Olympiques et l'image du judo et l'économie de la licence, etc. Donc ça, moi, ça ne me satisfait pas du tout. On parle d'exactions très, très graves sur des enfants mineurs. Je pense que l'intensité de la réponse n'est pas encore là.